Parce que finalement, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le fond. Et le fond, effectivement, qui nous a été transmis, elle est bonne. Et je pense qu'il y a aucun parent aujourd'hui qui s'est dit, bah moi, je vais faire ça pour venir détruire mon enfant, pour venir lui laisser des traumatismes. Je pense que tous les parents veulent bien faire. J'étais sur un modèle, faut faire et puis faut m'écouter, quoi. Et que je comprenais pas pourquoi mon enfant m'écoutait pas. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de parents, moi la première, hein, étaient beaucoup partagés sur le regard des autres sur, mon propre enfant et ça, c'est une erreur de se dire: «Qu'est-ce que les autres, ils vont penser?» C'est ceux qui savent poser un cadre, mais avec de la bienveillance. Parfois, on dit, oui, mais Exactement. souviens-toi, ton prof préféré, celui qui était le plus gentil avec toi. J'ai dit, mais non, c'était celui qui était le plus bienveillant, mais c'est aussi celui qui me poussait à être meilleur, et c'est celui qui savait être juste. Et en fait, c'est fou, parce que je me suis dit, mais c'est juste des noms divins d'Allah. Ton Rabb, c'est ton enseigneur, celui qui t'enseigne. Ar-Rahman, c'est effectivement quelqu'un qui te donne de l'amour. Et puis, à côté de ça, eh ben, c'est Al-Hakim, le juste. Mais si t'as pas ces trois pans-là, j'y pensais encore hier, je me disais, mais en fait, pour moi, c'est ça, un bon éducateur, c'est quelqu'un qui a ces trois pans-là, en fait. Et c'est là où, pareil, ça, l'islam nous le dit, Allah ne change l'état d'un peuple qu'après que lui-même se soit changé. Donc à un moment donné, si toi, tu as pas envie que les choses, elles bougent, c'est comme dans le couple, c'est comme dans tout, en fait. À un moment donné, si, toi, tu changes, l'autre, il va voir que tu as changé. L'autre, il va voir que, bah oui, sur ça, en fait, on peut faire différemment. Donc forcément, l'autre va s'ajuster. Donc ton enfant, dans l'éducation, tu vas voir que, ah bah, là, il écoute un peu plus parce qu'il coopère. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Aïssata est une maman qui a grandi dans une famille aimante, saine, où l'éducation était empreinte de respect, mais aussi, comme énormément d'enfants d'immigrés, de sévérité et où la parole de l'enfant a été très peu écoutée. Aïssata est une enfant docile, facile. Plus grande, elle décide de travailler auprès d'un public jeune et désœuvré. Lorsqu'elle a eu son premier fils, elle était donc persuadée que tout roulerait, qu'éduquer n'était pas si compliqué. Mais les contrariétés sont vite arrivées avec son aîné. Confrontation, multiplication du nom, ambiance tendue à la maison. Le problème, ce n'était pas lui, ce n'est pas elle. C'est le modèle éducationnel qui n'a pas été questionné, réadapté, ni à l'enfant, ni aux parents. Peut-on préserver des valeurs qui nous sont chères et qui nous ont été transmises par nos pères et mères sans leur main de fer ? Comment construire une vision, un schéma éducationnel qui s'appuie essentiellement sur nos valeurs cultuelles ? Est-ce que le choix du conjoint a de réelles conséquences dans notre parentalité ? Autant de questions qu'Aïssata et moi nous nous sommes posées. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette conversation que vous vous apprêtez à écouter, c'est qu'elle est sans faux semblant. Aïssata partage avec nous sans phare sa réalité de maman, les changements que son conjoint et elle-même ont opérés et la difficulté encore aujourd'hui de tout maîtriser. Quant à moi, je ne vous épargne ni mes idées arrêtées, ni mon conflit de loyauté non soigné, ni d'autres joyeusetés. Mais vous savez ce qu'on dit ? Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Force est de constater que j'en ai énormément, et c'est assurément aussi proportionnel qu'au travail sur moi-même qui m'attend. Puisse notre Seigneur préserver les enfants de la Oumma et leur ouvrir grand le chemin vers son amour, Inch'Allah. Une dernière chose, Aïssata a créé une page Instagram pour aider les parents à élever leurs enfants sans culpabilité. Le nom c'est parents au pluriel, _ sans culpabilité tout attaché. Je vous mets évidemment les informations dans le descriptif de l'épisode. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de cet instant privilégié avec mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Aïssata, comment tu vas ? Ça va, alhamdoulilah. Et toi, Madina? Je vais super bien. Tu sais, Aïssata, je te l'ai pas dit ça en off, mais ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait d'interview et ça me manquait beaucoup. Donc merci d'être mon invitée avec laquelle je reprends cet exercice que j'aime tant. Bah, avec plaisir, Madina. Et puis, c'est un plaisir pour moi d'être derrière ton micro. Parce que c'est vrai que je t'écoute depuis un petit moment. C'est bateau de dire ça, mais c'est vrai. C'est vraiment
C'est une sensation étrange. Ouais, bah, j'imagine. Là, tu seras pas que, je ne serai pas que dans tes oreilles. On est l'une en face de l'autre et on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui, Aïssata, parce que on va aborder un sujet qui touche ben, tout le monde quelque part. C'est le sujet de l'éducation. Pourquoi ça touche tout le monde? Parce que bah, donc toi, tu as Mhm. des enfants, donc de fait, ça te touche beaucoup. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et nièces. Et bon, dans notre culture et d'ailleurs en islam, les enfants de nos sœurs sont nos enfants, hein. Et pour les hommes, les enfants de leurs frères sont leurs enfants aussi. Et d'une manière générale, on les considère tous comme nos enfants, alhamdoulilah, et on aspire à avoir des enfants aussi, dans mon couple à moi. Donc, de fait, se pose énormément de questions au niveau de l'éducation. Et quand tu m'as proposé d'intervenir, parce que c'est ce qui s'est passé, on dit tout ici, quand tu m'as proposé Ah, d'intervenir, en fait, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que on n'a pas les mêmes points de vue sur certaines choses. Et par ailleurs, moi, je suis cette personne que tu étais avant, c'est-à-dire ce truc de avant j'ai des principes, maintenant j'ai des enfants. Moi, je reste sur mes principes parce que j'ai toujours pas d'enfants. Toi, t'es oui. passé de l'autre côté de la barrière, donc je pense qu'on aura pas mal de choses à se dire à ce sujet. Donc, merci de prendre la parole à ce sujet parce que c'est un sujet qui est très très important. Effectivement, Madina, et puis qu'Allah t'accorde une descendance pieuse. Et Amine. puis oui, ça concerne effectivement tout le monde aujourd'hui, hein. Ouais, complètement. Même en tant que personne sans enfant, ça nous concerne parce qu'aujourd'hui, ça a aussi un impact sur notre développement, en fait. Ouais, absolument. Et puis de toute façon, on est amené à discuter, à avoir autour de nous, dans notre travail, avec nos proches, des enfants, en fait, ou même si c'est des jeunes enfants qui commencent un peu dans le monde du travail. Donc, je pense que l'éducation, c'est l'affaire de tous. Avant qu'on aille plus loin, Issata, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en m'indiquant ton prénom, ton âge, ta situation familiale et ton job? Toutes ces informations comptent, messieurs, dames. C'est pour ça que c'est pour ça que je suis curieuse. On t'écoute. Du coup, Aïssata, j'ai 32 ans et puis je suis mariée et maman de deux petits garçons de 4 et 2 ans. Aujourd'hui, je suis chef de service éducatif en protection de l'enfance. Donc, j'accompagne des équipes qui elles-mêmes accompagnent des adolescents qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance. Ouais, on va parler de tout ça, clairement. On va parler de tout ça parce que il y a des leçons aussi à tirer du système éducatif des uns et des Oui. autres. Mais en tout cas, très clairement, aujourd'hui, on va parler du système éducatif, de ce qu'on a reçu, parce que toi et moi, on partage la même origine. On est sénégalaises toutes les deux. On est Peuls toutes les deux. Coucou à nos frères et sœurs Peuls qui nous écoutent. Et puis, euh, et puis, on va aussi parler effectivement de ce rapport à l'éducation que tu as par rapport à ton métier. La première question que j'ai envie de te poser, Aïssata, c'est quel type d'éducation, au pluriel, culturelle et culturelle, est-ce que tu as reçu? Dans quel contexte familial tu as grandi? Est-ce que tu veux un peu nous expliquer tout ça? Alors oui, alors déjà j'aimerais faire un petit disclaimer pour dire à tous les auditeurs qu'on n'est pas là pour faire des leçons de morale à nos parents ou même de venir blâmer l'éducation qu'on a reçue parce que aujourd'hui, alhamdoulilah, je pense on est plein de valeurs et de principes qui sont ancrés et qui sont hyper importants. On a reçu des bases éducatives hyper solides et ça, vraiment, alhamdoulilah, et je remercie mes parents pour ça. Après, j'ai grandi dans une fratrie de 6 enfants. Donc moi, je suis l'avant-dernière et j'ai reçu une éducation, comme je disais, pleine de valeurs, des valeurs de solidarité, de partage, de respect. Voilà, des valeurs qui traversent une éducation islamique, on va dire, et aussi qui sont innées hein, dans nos cultures. Après, je dirais dans l'éducation que nous avons reçue, mes frères et sœurs et moi, c'est voilà, c'est la réussite. Enfin, vraiment, des. Je pense que mes parents avaient beaucoup d'espoir en nous en se disant voilà, je veux que mes enfants réussissent et ça, la réussite, elle passe par la réussite sociale, la réussite, voilà, par le statut, on va dire social, on va dire ça comme Mhm. ça. Après, c'est plus d'éducation vraiment, je sais pas si on peut appeler ça à l'ancienne, parce que finalement, cette éducation à l'ancienne, elle existe encore et toujours. Donc, Mhm. une éducation, on va dire, stricte, voire même autoritaire. Le genre de parent qui va te dire, bon, bah voilà, c'est comme ça, sans forcément d'explication. Des Mhm. parents surprotecteurs, voilà, qui ont peur pour que les enfants il y a de la dérive, il y a des choses qui ne vont pas Mhm. et on en parlera tout à l'heure, mais on peut pas maîtriser tout ça finalement.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, je te remercie infiniment pour ton disclaimer parce que il était vraiment de bon ton parce que évidemment, en fait, si tu m'as contacté, je vais quand même redonner un petit peu de contexte, ça peut être intéressant. Tu m'as contacté parce qu'en fait, tu m'expliquais que toi, t'as vraiment été déconstruire l'éducation que tu avais reçue parce qu'en fait, t'as réalisé que ton éducation avait des conséquences sur la manière que tu avais d'éduquer tes enfants. Mais effectivement, moi, je pense que c'est aussi pour ça que parfois, je parle des divergences de point de vue, c'est que j'ai presque une espèce de loyauté auprès de mes parents et du coup, on a une espèce de loyauté par rapport à leur éducation, alors que peut-être que ce sont des choses qui sont différentes. Mais en effet, et tu fais très très bien de le repréciser. On n'est pas là pour blâmer nos parents. Je pense qu'on peut dire, alhamdoulilah, qu'on a quand même reçu une très bonne éducation dans son ensemble avec des valeurs qui sont très saines. En plus, Hum. on est une ethnie, promis, c'est pas pour faire genre, mais l'ethnie Peul, elle est quand même très attachée à à ses valeurs islamiques. Donc, il y a beaucoup de valeurs qu'on nous a transmises dans notre culture sans même savoir qu'en fait, c'était des valeurs profondément islamiques. Mais justement, je me fais une transition toute seule. J'ai envie d'aller sur ce terrain-là avec toi, dans le sens où tu as parlé de ton éducation un peu culturelle, mais est-ce que tu as eu le sentiment que dans les valeurs qu'on t'a transmises, dans les réprimandes que vous avez pu avoir, parce que clairement, ça fait partie de la vie quand tu as 6 enfants, évidemment que tu es obligé de réprimander, est-ce que tu as eu le sentiment que la notion de valeur islamique était implantée ou pas du tout? Alors oui, oui, elle a été implantée parce que bah, on a vécu dans une famille où voilà, on nous a directement inculqué. Moi, j'ai souvenir dans mes plus euh, anciens souvenirs. Enfin, moi, j'ai vu mes parents prier, j'ai vu des ouais, c'était vraiment la prière. Ça, c'était la base. C'est Hmm, la prière. Et puis, mais il n'y avait pas tous ces échanges autour de ça, tu vois. C'était pas sans explication. Quand je parle de sans explication, absolument. c'est vraiment là où je me dis, en fait, bah voilà, c'est comme ça. On parle de temps en temps de ce qu'il faut faire, des devoirs, beaucoup des devoirs, pas beaucoup des droits, pas beaucoup c'est vraiment voilà, c'est comme ça et c'est comme ça que ça a été implanté, on va dire. Donc Donc des valeurs assez fortes, mais un manque peut-être d'explication autour, mmh, que ce soit des valeurs d'ailleurs, ou au niveau des règles, ou au mmh. niveau des réprimandes qui pouvait y avoir. Et alors, toi, avant d'avoir des enfants, est-ce que tu estimais que tu avais reçu une bonne éducation? Et est-ce que tu étais dans un état d'esprit où tu disais, bah, évidemment que je vais éduquer mes enfants comme on m'a éduqué parce que c'est une excellente éducation? Je te pose la question Mmh. parce que je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup ce truc de ben je ferai comme mes parents parce que je trouve qu'on s'en est bien sorti. Mais enfin voilà, est-ce que toi t'étais dans cet état d'esprit-là ou pas du tout? Alors, je pense que j'ai toujours été effectivement dans cet état d'esprit en me disant enfin déjà, je pense avoir plus jeune, j'avais déjà une certaine maturité. Donc je comprenais déjà l'impact que l'éducation que j'avais, elle était positive sur pourquoi on me l'a donnée. Enfin, je me souviens d'une conversation avec mon grand frère aîné. Mhm. Allah yarhamou, qui m'avait dit et je me souviens, j'avais 13 ans et je sais plus ce qui s'était passé, mais je me souviens de cette conversation. Il m'avait dit, «Tu sais, si papa et maman, ils te disent ça ou ils imposent ça, c'est pour ton bien» et je me souviens d'avoir répondu et pourtant j'avais que 13 ans, tu vois? Je lui avais répondu, «Bah oui, je le sais. Je le sais que c'est pour mon bien. Après, oui, peut-être que j'aime pas cette manière de faire, mais je sais que c'est pour mon bien» et ça, j'avais 13 ans et je me souviens encore, et je pense que tout le monde n'a pas cette maturité à 13 ans de se dire que, l'éducation, on va dire, hyper stricte, c'est pour mon bien et qu'on n'est pas dans un truc de revendication, de se dire: «Mais, en fait, pourquoi?» et cetera. Après, j'ai été aussi une petite fille, on va dire, qui était, dans l'exécution. Ouais, Ça, j'ai on en a toujours été. parlé, on en a parlé Mmh. quand on préparait l'épisode. On était parce que ce qui est très drôle, c'est que moi aussi, je suis issue d'une famille de 6 enfants, et je suis la cinquième aussi. Et en fait, il y avait ce rôle aussi on se disait toutes les deux qu'on était un peu craintives. C'est-à-dire que moi, t'as pas Mmh. besoin de m'engueuler très fort pour que je m'exécute. Et toi, c'était un petit peu ça, non? C'est exactement ça. Tu as pas besoin Ouais. de me répéter 2 fois. Moi, tu me le dis une fois, je vais pas recommencer. Avec les gros yeux qui vont avec, et alors là, on s'exécute tout de suite. Je veux dire, je Et comprends. il faut se dire que tout le monde n'est pas comme ça, en fait. Et ça a fonctionné avec moi, mais je pense que ça fonctionne pas avec tout le monde et tous les caractères, finalement.
Ben, tu vois, encore une fois, ça fait la transition sur la prochaine question. C'est que, encore une fois, quand tu m'as contacté, tu me disais que tu as beaucoup insisté dans ton email sur l'importance de faire un choix de conjoint en fonction de l'éducation qu'on souhaite donner à ses enfants. Et donc, on reviendra sur le choix de conjoint parce que c'est impératif. Mais en tout cas, pourquoi toi, tu vois, de ce que tu dis, ben, en fait, tu as été éduqué un petit peu à la dure pour le résumer. Ça a bien fonctionné. En même temps, tu as dit juste avant, là, ça fonctionne pas pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui t'a donné toi envie? À quel moment tu t'es dit, bah non, en fait, ça marche pas pour mes enfants qui ont 4 et 2 ans. Je dois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de remettre ce modèle éducatif qui semble bien fonctionner, en tout cas qui a eu des beaux effets sur toi et visiblement sur vos frères, sur tes frères et sœurs? Pourquoi t'as voulu changer? Bah, je te cache pas que je n'y avais jamais pensé avant d'avoir des enfants. Moi, j'ai des garçons qui sont rapprochés, ils ont 18 mois d'écart. Et en fait, si tu veux, quand j'ai eu mon premier garçon, voilà, j'avais idéalisé un peu, l'enfant, qui aurait été, en disant, bah, voilà, moi je suis en plus on en avait discuté ça avec mon mari avant le mariage, de se dire, «OK, tu comment quand tu étais petit?» Tu vois? Mais pas l'éducation que tu as reçue, comment tu étais. Donc bah, il était plutôt calme, hein, il était apprécié de tout le monde voulait le porter et puis moi je me souviens pas que tout le monde, voulait me porter, mais je sais que j'étais cette petite fille, on va dire un peu timide et qui écoutait. Donc tu vois, dans ta tête, tu dis: «Ah bah, on est comme ça, ah bah, nos enfants, ils vont être comme ça». Un et un, ça fait deux, non? Eh bien Exactement. non. Ok. Et ben non, mon aîné quand il est arrivé, tout allait bien jusqu'à ce qu'il a eu vers 1 an et demi, 2 ans. Faut savoir que c'est un enfant qui est très éveillé, machallah, et puis qui a une répartie sans nom. Enfin moi, j'en ai rencontré des enfants, mais alors lui, la répartie, je te réponds et pose des questions et cetera, vif. Et puis, en fait, ça marchait pas. Ça marchait pas. Est-ce que tu as des exemples sur sa répartie? Est-ce que tu as des exemples sur, enfin, qu'est-ce qui marchait pas? Ouais, ce qui marchait pas, c'était, de se dire: «Bon, bah, OK, on essaye la méthode douce, on essaye la méthode un peu plus sévère», tu vois? Où, tu cries, où tu poses ton cadre, mais hyper autoritaire et ça fonctionnait pas. Dans le Ça sens où il fonctionnait, écoutait pas? Enfin, il écoutait pas. ok. Il écoutait pas, et c'était très compliqué de se dire qu'en fait, bah, mon enfant, il l'écoute pas et là, je me sens un peu dépassée. Je me sens dépassée et pourtant je fais comme mes parents. Je fais comme mes parents, mais ça marche pas. Et en fait, c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, à un moment donné, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça dans un schéma où, on est tout le temps, sur la défensive, tout le temps à bout et limite, voilà, il te pousse à bout le petit». Heu, ouais, tu es toujours en colère et puis à la maison ça crie et cetera et tu dis: «En fait, c'est pas possible». Et moi, je m'étais dit: «Allez stop, on s'arrête 2 minutes et on réfléchit, comment je fais?» Donc après, je suis aussi dans l'éducatif depuis, plus de 10 ans aujourd'hui. Donc je savais aussi comment fallait faire, mais je sais pas, on a l'impression que on sait comment on fait, mais on perd nos moyens, on perd de ce qu'on a appris et c'est là où on se dit: «Mais en fait, tu sais comment faire, mais en fait, applique-le à ton enfant. Mhm. Et Applique-le à ton enfant». tu vois, je t'avais posé une question quand on avait préparé l'interview. J'ai envie de te la reposer ici à micro ouvert. Pourquoi pour toi c'était si important de remettre en question le système éducationnel que tu avais reçu? En quoi finalement le fait de ne pas, je mets des gros guillemets, ne pas avoir réussi à éduquer ton enfant comme tu le voulais à l'âge de 2 ans, c'était lié à ton système éducationnel? C'est quoi le lien en fait pour toi? Qu'est-ce que tu vois comme lien et pourquoi finalement c'est si important d'aller travailler ce lien, d'aller le chercher finalement, d'aller le confronter? Ouais. Alors en fait, moi, ce que je me suis faite comme remarque, c'est que, j'avais les réactions de mes parents, tu vois? Sur certaines choses où, tu vas avoir les mêmes réponses, tu vas donner les mêmes réponses sur certaines choses. Je suis en train de réfléchir en même temps à des exemples, tu vois? Mais, tu vas avoir les mêmes types de réponses que toi-même tu as reçues, en fait. Le Et peut-être c'est comme ça ou t'as compris, enfin des trucs où ouais, parfois aussi, alors ça c'est dans un épisode que Zeynep elle a sorti dans Coran de mon cœur, le passe un grand salem si elle passe par là, avec une enseignante qui aide aussi justement à avoir une autre approche éducative et en fait elle expliquait que parfois quand t'es énervé après ton enfant, parfois tu lui sors même les expressions de ta mère ou de ton père dans ta langue d'origine tellement ça sort du cœur et c'est imprégné en fait, tu vois. C'est un peu ça l'idée? mais complètement, complètement. Et ça, je pense que chacun d'entre nous
même dans un autre sphère que la parentalité, tu vas forcément répéter les mêmes répliques que tes parents, en fait, sur des situations, sur des réactions, sur des jugements. Et ben, tu vas les avoir en tête, en fait, parce que c'est tellement naturel. Mhm. En fait, c'est ce que je t'expliquais, c'est que sur des situations qui sont stressantes, angoissantes, qui sont pénibles, qui sont énervantes, en fait, c'est ton naturel qui revient. C'est ton naturel, ce que toi, heu, ce qui est ancré en toi et ben, c'est ce que tu vas venir ressentir naturellement. Et en fait, pour faire autrement, clairement, tu obligé de te faire violence parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel et le naturel que toi tu as connu, il faut venir le déconstruire à un moment donné et te créer tes propres, ton propre système, ta propre manière de voir les choses. Pour Ok. que ce naturel-là, tu puisses le transmettre à tes propres enfants. Parce que sinon, le schéma, il va se répéter, hein, continuellement, le Mhm. schéma et c'est inévitable. Et est-ce que du coup, toi, t'as pas eu ce conflit justement de loyauté envers tes parents dont je te parlais et qui, moi, résonne un petit peu en moi, parce qu'enfin, moi, j'ai pas d'enfant et en fait, pour être tout à fait transparente et honnête, moi, les nouveaux systèmes d'éducation, je les ai pas, je les vois de très loin, d'accord? Donc Mmh. c'est peut-être parce que je les vois de très loin, mais bah ça me fait pas beaucoup rêver dans le sens où bah moi, je vois quand même toujours des enfants très très vif, dirons-nous, et je me dis bah en fait je suis pas sûre que ça fonctionne ces nouvelles méthodes en fait et qui plus est je reste quand même dans ce truc de mais quand même c'était vachement bien comment on nous a élevés. Alors encore une fois, c'est parce que j'ai pas d'enfant, tu vois, mais je Mmh. trouve que c'est important que je partage ce point de vue parce que quand bien même il est faux, quand bien même il est biaisé, c'est Mmh. le point de vue de beaucoup de personnes. Donc ma question c'est est-ce que toi, justement, tu as été titillé par ce conflit de loyauté de oui, mais en fait, si j'éduque pas mes enfants comme mes parents m'ont éduqué, je vais perdre un petit peu de ma culture? Ou est-ce que vraiment tu t'es dit, t'en étais même plus là, tu t'es juste dit, il faut que je trouve une solution parce que là, c'est plus vivable à la maison. Mmh. Bah, en fait, si tu veux, moi, je vais pas dire que, j'étais prise dans un conflit de loyauté, clairement pas parce que j'y ai même pas pensé et je te dis, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que en présence de mes parents, bah, parfois quand même, je pouvais, laisser un peu, et revenir un peu, au naturel mais je pense que c'est plus pour éviter le jugement parce que tu vois, c'est plus tes Hmm. proches, ton cercle proche, ta famille qui va venir te juger, hein, qui va dire: «Ah bah, tu veux faire autrement» ou l'expression qu'on dit souvent: «Bah, tu vas faire comme les blancs», tu vois? Oui, Et bah c'est mais c'est plus pour ça, mais on est d'accord. ouais, C'est pour ça que je te disais, est-ce que tes parents, ils t'ont dit quelque chose? Et encore, ça va, parce que du coup, tes parents ne t'ont pas confronté là-dessus, mais clairement, oui, on peut se dire que, en fait, mmh, l'éducation, qui est un peu moins, autoritaire, on va dire ça comme ça, bah, en fait, c'est l'éducation de blanc. C'est ça un peu, c'est ça qu'on entend mmh. souvent. Bah, de toute façon, tu te rends compte que, c'est ton cercle qui vient te juger. Mm. Mais moi, j'ai pas été prise en me disant: «Ah bah, je vais perdre de ma culture, je vais perdre de qui je suis», parce que clairement pas. Parce que finalement, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le fond et le fond, effectivement, qui nous a été transmis, elle est bonne et je pense qu'il y a aucun parent aujourd'hui, qui s'est dit: «Bah, moi, je vais faire ça pour, venir détruire mon enfant, pour venir, lui laisser des traumatismes». Je pense que tous les parents veulent bien faire. À un moment donné, les parents, ils veulent bien faire et ils font avec les moyens qu'ils ont et ce qu'ils savent et en fait, à un moment donné, c'est pas non plus des parents qui ont été cherchés autrement, qui ont juste pris, le sac à dos, qui a été transmis, de génération en génération. Ils se sont dit: «Bon, bah, allez, on va continuer». Il y a la psychologie, elle est pas présente dans l'éducation et pourtant, on est fait, d'une âme, on est fait, d'émotions, on est fait, voilà, de tous ces aspects-là qui nous forment aujourd'hui. Donc, moi, le fond, je le garde, bien entendu. Le fond, ce sont les valeurs. Par contre, la forme, bah, je veux la délaisser. Tu vois? Mm. La forme qui a été, mise, autour, bah, moi, je vais la délaisser parce que c'est pas ce que je veux transmettre à mes enfants qui eux-mêmes, un jour, inch'Allah, si Allah leur accorde, avoir des enfants, bah, vont aller, déposer ça. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il y a ce truc de, en fait, l'idée c'est pas de, comme on dit, de jeter le bébé avec l'eau du bain. On jette pas Mmh. tout. L'idée c'est de dire, mais en fait, il y a des choses qui sont trop bien et en plus c'est quand même hyper intéressant que tu dises qu'en fait, ce qu'il y a à garder, c'est le fond.
Mais ça, c'est Mmh. extraordinaire parce que le fond, c'est profond, justement, et c'est beaucoup, mais qu'effectivement, cette forme, elle a changé. Alors, est-ce que toi, du coup, ça a été un cumul ou est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où tu t'es dit, c'est fini, faut que je trouve une solution? Et puis surtout, du coup, quelle solution tu as trouvé pour pouvoir justement travailler pas ta manière d'éduquer, mais pour t'accompagner, en fait, voilà, sur l'éducation que tu veux donner à tes enfants? Bah, moi, je me suis arrêtée, je te dis, j'ai plus le souvenir de à quel moment, mais je sais que il y a un jour où vraiment c'était trop compliqué, hein, et je remets tout en question en me disant: «Mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas le modèle, familial et même, parental que j'ai envie pour mes Là, enfants». t'étais sur quel modèle concrètement? J'étais sur un modèle, faut faire et puis faut m'écouter, quoi, et que je comprenais pas pourquoi mon enfant m'écoutait pas. Pourquoi mon enfant, à un moment donné, bah, faut faire ça, il le fait pas, et même, sur l'extérieur. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de parents, moi la première, hein, étaient beaucoup partagés sur le regard des autres sur, mon propre enfant, et ça, c'est une erreur à faire, en fait, de se dire: «Qu'est-ce que les autres, ils vont penser?» en fait, de mon enfant. Il est pas sage, les autres vont parler de mon enfant, et ça, je pense qu'on est beaucoup à le voir, et c'est la pression qui est de l'extérieur, et Ouais. pour autant, en fait, faut arrêter de regarder ce qui se passe à l'extérieur et regarder ton foyer parce que c'est un enfant finalement, tu vois? Et quand tu comprends que c'est un enfant qui a un cerveau qui est mature et qui a un cerveau qui est en pleine construction, à un moment, tu regardes pas ce qui se passe, le qu'est-ce que l'autre il va dire, non, c'est que toi, il faut qu'à un moment donné, tu te dises: «Bah, qu'est-ce que je vais apporter à mon enfant pour qu'il puisse aussi lui grandir?» et pas dans un environnement où on est en train de lui crier toute la journée à longueur de journée. Parce que toute la journée, Madina, à longueur de journée, il va venir te tester, il va venir, faire, monter, sur ton canapé, sauter, et puis, il va le faire parce que son cerveau, il est immature tout simplement. Mmh. OK, d'accord. Et du coup, quelle solution tu as trouvé à t'apporter à ce moment-là? Moi, je me suis arrêtée, comme je te disais, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» Qu'est-ce que je fais? Je regardais autour de moi, je me suis dit, bah, de toute façon, la parentalité, il faut la remettre en question parce que, là, on n'y est pas, clairement. J'ai remis en question un peu la manière dont on faisait, et je me suis dit: «OK, l'enfant, les besoins», j'ai fait quand même, comme je te disais, moi, je suis dans l'éducatif depuis plus de 10 ans, donc j'ai des bases quand même sur la psychologie, j'ai des bases dans tout ça, donc je j'ai remis tout ça à l'œuvre, et je me suis formée. Je me suis formée, j'ai lu, et puis j'ai fait, ouais, c'est vraiment des formations et plusieurs formations comme ça, des ateliers autour de la parentalité, juste pour me rappeler finalement. Parce que comme je te dis, c'est des choses qui étaient, on va dire, acquises, parce qu'en plus j'ai travaillé avant même d'être chef de service, j'étais, éducatrice, donc j'ai travaillé avec, ces enfants, petits, plus grands, adolescents, donc tout ça, c'est des choses qui étaient déjà présentes, et c'était juste pour me rappeler finalement. Je pense que j'avais besoin de ça pour me rappeler que, bah, en fait, un enfant fonctionne comme ça, un enfant a ces besoins-là, et à un moment donné, c'est à toi, adulte, de changer. C'est pas à l'enfant de changer, l'enfant, il changera pas. L'enfant, il changera quand toi, adulte, tu vas venir instaurer autre chose. C'est le parent qui fait la dynamique, Ah, tu mais tu vois? vois, c'est C'est pas hyper dur ce que tu dis. Pardon, je t'interromps dans le sens où, alors, il y a peut-être dit plein de choses sur lesquelles je voudrais revenir, mais quand tu dis, bah, en fait, c'est aux parents de changer. Moi qui suis issue d'une culture où c'est l'adulte qui a raison, où on écoute l'adulte, mmh, ah, moi tu me dis ça, je l'avoue, hein, je suis pas fière de moi, hein. Il y a une copine qui écoute ce podcast, Mara, si tu m'écoutes, je suis désolée, mute, passe parce que je pense que ce sera trop dur pour toi à écouter, mais moi, je vais pas mentir, ça me tend. Ça me tend, je me dis, ouh là là, attends, bien sûr qu'il faut changer, c'est important, tu vois, je dis pas qu'il faut pas changer, mais il y a un truc de, mais en fait, ah, enfin, tu vois, ça fait beaucoup. Et encore une fois, j'ai pas eu le sentiment que nos parents, ils aient eu à changer beaucoup. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est pas parce que, enfin, nos parents n'ont pas tout fait parfaitement. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, tous les enfants sont pas pareils. Peut-être que pour des caractères plutôt dociles comme le tien ou le mien, bah, effectivement, t'as pas beaucoup t'ajuster, mais ça fait de nous des people pleasers, on va pas se mentir, qui ont du mal aussi parfois aussi, du coup, enfin, moi, en tout cas, je vais parler pour moi parce que je connais pas personnellement. Mais le fait d'avoir été peut-être élevé aussi par des personnes qui ne souffraient pas le non et qui ne souffraient pas la remise en question, bah, ça fait de toi quelqu'un qui te suradapte tout le temps et qui n'ose pas vraiment dire ce que tu veux.
Donc c'est clair que ça a ses limites, hein, mais bon, tu vois, en même temps que je te parle, je vois aussi les limites de mon propos, mais c'est sûr que je me dis, waouh, ça a dû être dur. Et la deuxième chose, c'est que quand même, les cordonniers sont les plus mal chaussés parce que, comme tu le disais, toi, t'as travaillé dans l'éducation pendant 10 ans et donc tu savais bien comment on faisait en théorie, mais la pratique, est-ce que tu penses que c'est juste la pratique qui t'a échappé ou est-ce que c'est vraiment des choses sur lesquelles t'avais pas de notion ou il te manquait juste la pratique? Non, je pense clairement, encore une fois, que c'est un peu l'héritage qui est revenu parce que Mmh. on est fait comme ça, en fait. Je te dis, un enfant, il fonctionne avec le mimétisme et l'exemplarité. Ça veut dire que à un moment donné, toi, tu vas imiter et tu sans même t'en rendre compte parce que c'est l'inconscient qui va venir travailler, tu vois? C'est Waouh. l'inconscient qui va venir travailler et qui va venir enregistrer dans ton cerveau, en fait, tout ce que, tu as vu et tout ce qui t'a paru normal. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit un truc qui est hyper intéressant. Tu as dit: «Mais à un moment donné, c'est le parent qui parle et t'exécute», hein. Je sais plus la me enfin, j'espère que je J'espère que je viens l'ai pas pas dit comme ça, mais ça veut peut-être dire peut-être que je le pense mais vraiment tu et que vois? je l'ai dit comme ça. Ok, d'accord, très bien, bon. Je parle et t'écoute et en fait, tu vois, mais même moi, la première re Madina, je viens de la même culture que toi. On a reçu ça. On a Ouais. reçu ça et en fait, on vient banaliser, en fait, ces actes-là et on vient minimiser en se disant: «Oh mais oui, c'est normal». Bah ouais, c'est normal, mais Enfin, pour nous, ça finalement fait partie du respect même. Tu vois, c'est ça le truc en fait, c'est que ça fait partie du respect. Le respect est une valeur très importante pour nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, c'est pas tant ouais. être buté pour être buté. C'est que moi, c'est une valeur qui part avec cette manière quand tu transformes cette manière d'éduquer. Moi, je me dis, mais bah, on fait quoi du respect? Bah, il est parti avec. Oh là là, mais comment on va le récupérer? Tu vois un petit peu? Mmh. Ouais, mais le respect, on l'a et je pense qu'on le perdra jamais. Après, ce qu'il faut peut-être noter, c'est de se dire moi ça m'avait à un moment donné interpellée, tu vois, au Sénégal où, tu dis merci et puis il y avait un oncle qui me dit: «Mais, pourquoi tu lui dis merci? C'est un enfant», Ah oui, tu vois? non, ça par contre, je suis d'accord Tu avec vois? toi. Oui, 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 C'est oui, oui, c'est tout des à fait. petites choses comme ça Oui, tout à que fait. mais le respect, il va aussi dans les 2 sens et c'est tout à fait normal. Un enfant, Absolument. il a besoin aussi de voir que l'adulte le respecte et que le Mm. respect, en fait, à un moment donné, c'est pas que vis-à-vis les plus grands parce que lui, quand il va aller dehors, il faut aussi qu'on le respecte, ton enfant, tu Alors, vois? non, mais t'as tout à fait raison et t'as vraiment raison de faire ce lien en disant attention, si toi tu respectes pas ton enfant, parfois c'est aussi un signal que t'envoies à l'extérieur en disant ne le respectez pas. Il y a quelqu'un de mon entourage qui, bah, parfois, quand elle est excédée par ses enfants, elle peut les réprimander bah, en les tapant, on va dire ça comme ça. Et en Mmh. fait, ça a donné le signal à sa belle famille que aussi peuvent taper ses enfants. Elle a dit ça c'est ma faute. Ça c'est, et je Exactement. lui ai dit, c'est hyper vrai ce que tu dis. T'as donné un signal de c'est ok de venir réprimander mon enfant par la main en fait, par la violence, parce que moi je le fais. Et c'est hyper juste ce que tu dis. Et alors vraiment qu'on soit bien d'accord, je le dis pour les gens, mais je le répète aussi pour moi. Moi je dis pas qu'il faut pas respecter un enfant. En plus nous pour le coup on a été peut-être mal habitués. On a un papa rahimallah qui disait tout le temps merci. C'est vraiment Madina va me chercher à tes commandes, merci. Madina va me chercher de l'eau, merci. Donc aujourd'hui moi tu me dis pas merci, je dis tu m'as pas dit merci parce que bah, pour moi c'est vraiment Ouais. c'est une forme de respect. Et là, je suis complètement d'accord avec toi. Même mes neveux, je leur dis toujours merci. Franchement, quoi qu'ils me fassent, pour moi, c'est hyper important. Pourquoi je te dirais pas merci? Tu m'as rendu un service, donc bien sûr que je te dis merci. Mais mon propos, c'est de dire que et il y a plein de gens qui sont revenus de la parentalité positive. Je dis pas de la parentalité positive musulmane, mais la parentalité positive. Il y a plein de gens qui en sont revenus, plein de parents qui en sont revenus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se manquaient de respect à eux-mêmes. Il y avait ce truc de Ouais. les besoins de mon enfant comptent plus que tout, mais en fait, au détriment de ton respect à toi. Donc moi, en fait, pour moi, il faut que tout le monde se respecte. C'est ça mon propos, en fait. Et pour moi, c'est hyper important que tout le monde se respecte, les parents y compris, parce que, à mon sens, il y a eu des dérives de la parentalité positive, des parents qui ont fait des burn-out parentales parce qu'ils se sont pas du tout écoutés et ils ne se sont pas respectés. Ouais, mais tu vois, je pense que ces parents-là, ils étaient pas dans un schéma, on va dire, équilibré. Parce que Absolument pas. finalement, pour moi, ce que tu décris, c'est du laxisme. Donc le laxisme, bah, mettre que les émotions au centre Mhm. et pas le reste. Mhm. Et le reste, c'est quoi, Madina? C'est l'autorité et qui est différent de l'autoritarisme, tu vois? C'est complètement différent de poser, l'autorité, le cadre, les limites et ça, c'est normal. Tu peux pas, évoluer et un enfant a besoin de ça, même des adultes.
Je te dis, au travail, si tu mets Bien pas un sûr, cadre bien euh, sûr, aux personnes, absolument. c'est pas possible. Alors, t'imagines un enfant qui n'a pas Ouais. cette maturité, c'est pas possible, en fait, Et de... j'ai même envie de dire que dans le code du travail, je digresse 30 secondes, mais les responsables, les managers, les boss que tu respectes le plus, c'est ceux qui savent poser un cadre, mais avec de la bienveillance. Parfois, on te dit, oui, mais Exactement. souviens-toi, ton prof préféré, celui qui était le plus gentil avec toi. J'ai dit, mais non, c'était celui qui était le plus bienveillant, mais c'est aussi celui qui me poussait à être meilleur, et c'est celui qui savait être juste. Et en fait, c'est fou, parce que je me suis dit, mais c'est juste des noms divins d'Allah. Ton Rabb, c'est ton enseigneur, celui qui t'enseigne. Ar-Rahman, c'est effectivement quelqu'un qui te donne de l'amour. Et puis, à côté de ça, eh bien, c'est Al-Hakim, le juste. Mais si t'as pas ces trois pans-là, j'y pensais encore hier, je me disais, mais en fait, pour moi, c'est ça, un bon éducateur, c'est quelqu'un qui a ces trois pans-là, en fait. Et Bah, ça tu nous vois, est tiré d'Allah lui-même, en fait, subhanallah. ouais. Mais c'est exactement la même chose à transposer avec la parentalité. C'est Mhm. exactement la même chose. Tu peux pas me dire, bah oui, mais en fait, la parentalité positive, finalement, les gens en reviennent parce que ils se sont sentis pas respectés et délaissés un peu leurs valeurs. Mais Bien c'est sûr. que ils ont pas compris en fait. Mhm. Ils ont pas compris qu'à un moment donné, c'était pas amen mon enfant, tu fais ce que tu as envie et puis j'écoute tes émotions, tu as envie de crier, bah crie et puis c'est terminé. Bah non, en fait, c'est pas ça qu'on te demande. Ce qu'on te Mhm. demande, c'est de poser ton cadre, tes limites tout en écoutant ton enfant parce que ton enfant en fait, c'est un être humain et que il est à un certain stade de sa vie à un Mhm. certain stade de développement de sa vie et que à ce stade-là, en fait, à un moment donné, bah, il n'est pas capable de faire ce que toi tu exiges pour lui. Mhm. C'est-à-dire se tenir droit comme ça et puis tu bouges pas et tu restes tranquille. Allez, chut, t'attends. Bah non, ça fonctionne pas. Et tu verras que en fonction des personnalités, il va y avoir là, moi, je te parle vraiment des petits parce qu'aujourd'hui, moi, je vis avec des petits. Il y a celui qui va rester parce que tu vois, tout à l'heure, je te parlais de mon aîné, mais moi, j'ai un petit aussi et qui a complètement un caractère différent de son frère. Donc, Mhm. quand tu vas lui dire, tu hausses un tout petit peu la voix, bah, il va se calmer. Bah, l'autre, il va pas se calmer pour autant. Mhm. Si tu oses avoir. Donc, tout à l'heure, quand je te disais que c'est aux parents, à un moment donné, de changer, tu vois, c'est le parent qui crée la dynamique et c'est lui qui est la clé d'un quotidien serein, finalement. Mhm. Parce que si toi, en tant que parent, bah, tu fais que de crier toute la journée à ton enfant pour qu'il se calme, mais il va rien comprendre et il va continuer, en fait. Et quand tu vas venir être plus dans la coopération avec ton enfant, tu vas voir qu'il va y avoir des changements. Et Mhm. c'est là où, pareil, ça, l'islam nous le dit, Allah ne change l'état d'un peuple qu'après que lui-même se soit changé. Donc, à un moment donné, si toi, tu as pas envie que les choses, elles bougent, c'est comme dans le couple, c'est comme dans tout, en fait. À un moment donné, si toi, tu changes, l'autre, il va voir que tu as changé. L'autre, il va voir que, bah oui, sur ça, en fait, on peut faire différemment. Donc, forcément, l'autre va s'ajuster. Donc, ton enfant, dans l'éducation, tu vas voir que, ah bah, là, il écoute un peu plus parce qu'il coopère, tu vois? Parce que toi-même, bah, tu t'auras avancé et bougé dans certaines choses qui te paraissaient hyper catégoriques. On va Ouais, dire ça comme ça. franchement, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes dans ce que tu as dit. Déjà, je te remercie parce que cette aya, je l'aime beaucoup. Mais en fait, je l'ai jamais vue sous cet angle-là, et dans le cadre de la parentalité, de dire, parents, c'est à toi de changer. Et en fait, effectivement, c'est évidemment que ça à nous de changer, puisque c'est nous qui avons la maturité nécessaire pour changer et pour impulser le changement. Et encore une fois, je pense que un enfant, il demande que ça, un cadre qui est sain, dans lequel il peut évoluer. Mais un enfant a besoin d'autorité. Il le demandera de manière inconsciente ou non, et même l'enfant le plus vif qui soit, le cadre, il en a besoin, et ça lui fait du bien en fait. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. Vraiment, c'est très intéressant. Je voudrais qu'on revienne sur les ressources dont tu as parlé. Est-ce que tu peux nous en partager? Est-ce qu'il y a vraiment des livres qui ont vraiment pour toi eu un impact dans ta vision de ta parentalité, dans le cadre, pas dans le cadre de ton travail, mais dans le cadre de l'éducation de tes enfants? Et puis j'aimerais qu'on parle des accompagnements que tu as faits, parce que il y en a de plus en plus des personnes qui Mm. accompagnent sur la question de la parentalité, et j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ce terrain pour donner des éléments de réponse aux gens qui nous écoutent, parce que je pense que très 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 nombreux sont les musulmans qui sont issus d'une autre enfin qui sont issus d'une culture, qui ont vraiment ce débat, ces questionnements entre qu'est-ce que je garde de ma culture, comment j'avance, et puis comment je fais pour que dans mon foyer ça se passe bien. Moi, je vois plein de formations autour de moi. Je deviens une maman calme, j'arrête de crier sur mon enfant. Qu'en est-il? Qu'est-ce que tu me dire là-dessus, Aïssata? On t'écoute. Alors, juste pour faire une petite parenthèse avant de répondre à ta question, je pense que tout ce que tu viens de citer, tous ces formations, etc.,
tout le monde dit la même chose finalement, tu vois. Là, tu faisais la comparaison des personnes qui ne sont pas forcément musulmanes. Dalila Laswawi, ce qu'elle va reprendre, parce que j'ai fait effectivement des ateliers Dalila Laswawi, ce qu'elle va reprendre, c'est exactement euh, la psychologie de l'enfant. Après, elle va y associer effectivement faire le lien avec nos valeurs islamiques. Mais c'est vraiment, on va dans le fond de la psychologie de l'enfant, les besoins de l'enfant. On va sur le développement de l'enfant, le stade de l'enfant. Enfin, vraiment, c'est tout ça associé à effectivement, parce que finalement, quand tu regardes dans notre religion, c'est ce qu'on nous demande par rapport à nos enfants. Tu vois? Et sur les livres, enfin, il y a un livre notamment qui m'a vraiment beaucoup aidée, sur la vision en tout cas et je pense c'est plus, des méthodes utiles parce que je te dis la psychologie de l'enfant, moi je la connais, avec beaucoup d'humilité. Après je connais pas tout, mais en tout cas voilà, ça fait 10 ans que je suis là-dedans et puis, on fait des formations en continu donc ça, je pense que voilà, j'ai cette base-là. Mais c'est plus sur les outils au quotidien avec ton enfant. Donc, c'est l'approche de Faber et Maslich, l'approche parler écouter, qui elle vient vraiment te donner, te remettre en question sur ah ouais, euh, ouais. Enfin vraiment, quand j'ai lu, je me dis ah ouais. Et parfois, je disais même à mon mari, bah regarde ce qu'il a et t'essayes de faire autrement. T'essaies D'accord. vraiment de faire autrement en fonction de ce que tu lis, ce que tu vois et ce sur quoi tu te formes. Qu'est-ce qui t'a marqué tu peux nous donner le nom de l'ouvrage et deux, trois peut-être astuces qui t'ont vraiment marqué où tu t'es dit, mais évidemment, mais en fait, ça fait complètement sens. Parce que parfois, il y a des choses, tu te dis, mais comment dire, il y a des choses, ça tombe sur le coin du bon sens, comme on dit, mais tu le vois, mais t'arrives pas à l'attraper. Et en fait, parfois, les livres te permettent de dire, ah, ok, c'est comme si ça se dessinait, c'était beaucoup plus clair, et tu te dis, mais comment j'ai fait pour pas le voir, alors que c'est un panneau qui était sous mes yeux, mais avant, t'arrivais pas vraiment à le voir. Ouais. En fait, le livre, pour le coup, c'est parler pour que ton enfant t'écoute et écouter pour que ton enfant te parle. C'est le nom du livre, ok. Voilà. Ok. Et c'est la méthode de Faber et Masluch. Et d'ailleurs, ils proposent des ateliers. Euh, et il y a des personnes qui sont formées aussi à cette approche, qui Mhm. accompagnent les parents ou même les enseignants à cette approche-là. Et finalement, en fait, c'est vraiment des méthodes. Il y a des exercices comme ça comment tu parles ou tu viens, comment dire différemment. Je perds mes mots là. Mais comment tu reformules, voilà, c'était le terme que je cherchais, comment tu reformules pour que ton enfant, en fait, il vienne à te parler et à t'écouter. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et tu vois Hyper- vraiment tu vois le résultat quand tu utilises, enfin, pas quand enfin, l'idée c'est, tu vois les résultats quand effectivement tu, c'est quoi, tu écoutes pour que ton enfant te parle et que tu parles pour que ton enfant t'écoute, c'est ça? Ouais, je te donne un exemple, Madina. Tu vois, mon fils, quand il est rentré de l'école, il me demandait, ça va à l'école? Oui, ça va. Ou alors il te répond pas. T'as fait quoi à l'école? Rien. Et dans cette approche, il y a un moment où on te parle de, OK, comment tu fais pour que ton enfant il vienne te parler? Moi, je dis à mon fils maintenant, et je vois l'évolution, c'est OK, Zacharia, qu'est-ce qui t'a fait plaisir à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a rendu triste à l'école? Qu'est-ce qui t'a rendu en colère? Et là, il va répondre, tu vois? Parce que tu viens directement cibler, bah, qu'est-ce qui t'a fait plaisir à l'école aujourd'hui? Ah bah oui, mais j'ai fait ça. Qu'est-ce qui t'a rendu en colère? Ah bah la maîtresse, elle m'a puni, Mhm. tu vois? En Et en fait, fait, tu c'est une vois manière de se différemment les choses. réadapter à, comme tu le disais, à leur maturité, à leur perception de la vie, parce que eux, c'est qu'est-ce que tu fais? Mais je fais rien, tu vois. Enfin, je fais pas. Je joue, je dors, je Mhm. m'amuse, je fais du coloriage. Mais est-ce que pour ça, pour eux, je suis même bien sûr que ça, c'est faire quelque chose, tu vois. Et effectivement, ils sont peut-être plus aussi à même de te parler de leurs émotions. Ça, ils commencent à les comprendre que de te dire qu'est-ce que tu fais, tu vois. C'est un adulte qui peut dire, bah, je suis en train de faire ça ou j'ai rien fait. Mais en Mhm. fait, c'est hyper en fait, c'est pas du tout accessible pour un enfant de leur, enfin pour des enfants de leur âge. T'as tout à fait Bah, raison. complètement. Ok. Mais vraiment complètement. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, il faut te réajuster et juste comprendre que l'exigence que tu vas demander à ton enfant de 3 ans et demi, 4 ans, eh ben, ils peuvent pas répondre à ça.
Ils peuvent Mmh. pas répondre et c'est comme plein d'autres choses. Quand tu vas demander à ton enfant: «Allez, maintenant, tu vas te coucher maintenant tout de suite», bah, bien entendu que s'il est en train de jouer, il va pas aller comme ça, aller se coucher et dire: «OK maman, j'y vais et je dors bien et à demain, Inch'Allah». Et je mets même mon réveil, oui, c'est ça. Je Ouais, fais c'est ma ça. escale du soir et je vais me coucher, ouais, bien sûr, ouais. C'est beaucoup Exactement. leur demander. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la formation de Dalila Laswawi parce que, machallah, c'est une femme, une mère, une sœur en Allah, à qui on passe un grand salam si elle passe par là, qui est, qui tend à devenir une référence, je trouve, en termes d'éducation parentale musulmane. Et est-ce que tu peux donner un peu des exemples sur le format que tu as choisi pour te faire accompagner, sur la durée, sur qu'est-ce que tu y as appris, est-ce qu'il y a vraiment des choses, tu t'es dit, mais ça a changé ma vie, et aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec tes propres enfants? Pardon, Ouais. ça fait beaucoup de questions, j'hésiterai pas à les redire si besoin. Bah, alors en fait, c'est ce que je te disais, elle va beaucoup parler, du développement de l'enfant, du stade de développement, de la maturité du cerveau et aussi associé à des méthodes et des outils en fait, pour adopter la posture parentale. Hmm. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper intéressant quand tu es parent et que tu te dis: «Mais en fait, il faut absolument que, je fasse autrement parce que c'est compliqué» et tu as vraiment ce truc-là où, bah, ça remet en question, en fait et tu te dis: «Ah, bah, là, il faut, c'est action-réaction». En fait, dans toutes les formations, moi, c'est ce que je dis, c'est que, faut pas juste se former et te dire: «OK, bah, je le ferai plus tard». C'est tu appliques directement et ça vraiment ça a été utile et je te donnais l'exemple où, sur les méthodes un peu comme ça, c'est sur le allez, c'est l'heure de la douche, je sais pas pourquoi les enfants, tu leur dis: «On va faire la douche», ils sont pas contents, ils sont pas: «Super, je vais aller faire la douche». En tout cas, c'est rare, sauf quand, ils sont contents d'aller faire le bain ou il y a encore. Ça dépend ce qu'ils font. Et ça, je me souviens de l'avoir appliqué directement, où elle disait: «Mais en fait, ton enfant, il veut toi, tu es là, tu es pressé parce que, c'est le soir et que tu as envie d'aller, le coucher parce que tu es fatigué, journée de travail et cetera. Bah, tu essayes une autre méthode. Dis à ton enfant: «OK, on va faire la douche». Ton enfant: «Non, je veux pas faire la douche». Heu, «OK, Zakaria, tu veux quoi? Est-ce que tu veux, que je te mette le pingouin ou est-ce que tu veux que je te mette le dauphin?» Et ben, vraiment Madina, ça a tout changé parce que, à partir du moment où je l'ai essayé de dire: «OK, tu veux quoi? Le dauphin ou est-ce que tu veux, le pingouin?» «Ah, le dauphin maman, ou alors est-ce que je peux prendre ça?» Et il court directement à la douche et c'est pareil pour le tout petit et là tu te dis: «Mais en fait, qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi j'y ai pas pensé avant, en fait?» Parce que ça paraît tout simple. Ça Mhm. paraît tout simple, mais tu y as pas pensé parce que toi, tu étais, tout le temps dans la confrontation en disant: «Si, si, si, il faut que tu ailles te doucher, si, et non, j'ai pas envie, si, si» et en fait, tu es tout le temps en train de rapport de force. C'est Oui, moi et qui puis, hein, décide, c'est l'heure du bain. ouais, et puis je pense que il y a plusieurs choses. Déjà, toi, tu es dans ta réalité qui va vite, avec ta charge mentale qui est prête à exploser sur ta tête, donc tu es au bout de ta vie. En plus, tu associes l'écoute d'un enfant au respect. Donc, il m'écoute pas, il me manque de respect. Donc, Mmh. ça t'énerve aussi. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que le bas blesse. Et alors, arrête-moi si je me trompe, mais enfin, c'est surtout pour comprendre. Là, l'exemple que tu donnes, ça signifie quoi? Ça signifie que quelque part, un enfant, il faut toujours se remettre à sa hauteur, ou est-ce qu'il faut négocier avec un enfant? Quelles sont les choses que là-dessus, Dalila, elle t'a apprises? Et puis, c'était combien de temps? C'était un programme de 6 mois? C'était comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai pris que les ateliers, tu vois? D'accord. Et c'est J'ai quoi les pris ateliers? C'est en ligne ou c'est non, c'est des ateliers en ligne où, voilà, elle présente, vraiment en fonction des sujets, arrêter les cris, à la maison, tu vois? Après, moi, je suis très mauvaise élève, encore une fois, je retiens pas les noms des titres. Donc ça, c'est pour tout, pour les films, pour tout ce que tu veux, je on t'en retiens pas, voudra mais pas? Ok. c'était vraiment sur des thématiques bien particulières. Ok. Voilà. Mais pour répondre à ta question, oui, on se met à la hauteur de la maturité, de la personne, en face de qui on a. C'est pareil quand tu vas avoir, quand tu travailles dans le champ du handicap, c'est pareil. Tu peux pas, utiliser les mêmes méthodes, avec une personne, bah, voilà, qui a toutes ses capacités intellectuelles et cognitives, qu'avec une personne qui les a pas. Et avec un enfant, c'est pareil. Un enfant qui a pas toutes ces, il n'est pas encore à un niveau de maturité du cerveau qui le permet de dire: «Bah, je vais aller à la douche» et cetera. Il y a un autre truc qui fonctionnait, avec mon fils, c'est: «OK, bah, tu vas te laver tout seul. Je suis à côté et ensuite c'est moi». En fait, toujours être dans le jeu. C'est fatigant pour le parent, mais en fait, une fois que c'est acquis,
tu es dans le jeu constamment avec ton enfant pour tout et ça facilite les choses. Alors je dis pas que ça c'est magique, hein, Madina, parce que moi je suis encore confrontée à des moments où, en plus ça dépend de ton état d'esprit, de ton niveau de fatigue, de ton niveau de patience. Mmh. C'est fatigant, c'est usant, mais tu te rends compte que quand tu reviens à cette façon de le faire, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple et tu es beaucoup moins dans la crise, en fait, que dans le: «Je fais appliquer mon autorité à mon enfant». Mmh. Ça marche OK. pas de toute manière, ça marche pas et tu vois quand, tout à l'heure on parlait, de nous, notre, éducation et cetera. Moi, j'ai pas des souvenirs de quand j'étais très petite. Je sais pas comment ils ont fonctionné. Plus grand, ça fonctionnait parce que moi, j'avais une certaine, crainte, dans le cœur de me dire, «J'ai pas envie d'avoir, une réprimande, de la part, de mes parents». Mais je sais pas, en fait, finalement, quand j'étais enfant, est-ce que, tu étais plus dans l'écoute et cetera? Mmh, ouais, c'est vrai. OK. C'est hyper intéressant. Hem, Aïssata, aujourd'hui, on se parle parce que tu nous offres, très gentiment ton témoignage de maman, mais c'est aussi parce que, tu travailles dans l'aide sociale à l'enfance, comme tu l'as précisé en introduction et j'avais aussi envie de t'entendre là-dessus parce que, tu as beaucoup d'expérience sur le sujet et parce que je suis persuadée qu'on pourrait aussi en apprendre sur, l'éducation, en ayant, une écoute active des situations, que tu peux nous rapporter. Ma première question, c'est alors aujourd'hui effectivement t'es chef de service, donc il me semble, je pense que tu es moins en contact avec les enfants et t'es plus en contact avec les personnes, le personnel qui gère les ados. Mais j'imagine que t'es pas non plus dans ta tour d'ivoire et puis surtout t'as passé des années avec eux en amont. Ma question, c'est dans les enfants que tu vois, est-ce que il y a beaucoup de personnes qui sont issues de familles musulmanes? Alors oui, Madina, il y en a quand même de plus en plus et il y en a en tout cas, moi quand, j'ai été quand même assez surprise, hein, du nombre de personnes musulmanes et qui sont, des d'enfants musulmans, qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Ok. Quand on a préparé l'épisode, tu me disais, oui, c'est des personnes des femmes musulmanes, d'origine musulmane, mais je suis pas sûre que dans les foyers, il y ait de l'islamité. Tu peux nous en Mmh. dire, t'as des infos là-dessus? L'idée, c'est pas du tout d'être dans un voyeurisme, mais c'est d'essayer de comprendre comment, dans un foyer, ça dérape. C'est quoi les ingrédients, en gros, qui font que ça dérape? Est-ce que c'est le choix du conjoint? On va en revenir dans un instant. Est-ce que c'est le fait de reproduire des modèles éducationnels qui ne fonctionnent pas? Est-ce que ça, vraiment, pour le coup, ça peut nous emmener dans des situations aussi dramatiques que ça, vraiment? Est-ce qu'il faut le craindre? Est-ce que c'est la combinaison des deux? Est-ce qu'il y a d'autres causes que tu peux nous partager avec nous? Alors c'est un cumul de tout ce que tu viens de citer. C'est un D'accord. cumul de tout ce que tu viens de citer. Parfois dans les enfants placés, tu peux voir aussi que ces enfants placés, eux-mêmes ont des parents, soit qui ont déjà été placés ou soit, qui sont connus en tout cas des services sociaux depuis, des générations. Ça existe. Dans les, enfants qui sont placés, le choix du conjoint a un impact considérable, dans l'éducation, de l'enfant. De toute façon, ça, c'est un fait, hein, c'est pas je pense pas que ce soit un secret, que, dans un couple, parental, l'éducation, qu'on va venir transmettre, elle a forcément un impact et ça vient, du conjoint. On peut voir, entre de la violence intrafamiliale, beaucoup de violence intrafamiliale, dans les enfants, qui sont placés, des conséquences de l'éducation qu'eux-mêmes ils ont, que ces familles-là ont reçues, qui viennent reproduire sur ces enfants et un devoir d'exemplarité qui n'est pas du tout, fait, en fait. Et ça, c'est un devoir, l'exemplarité, sur tout, en fait. On peut pas, à un moment donné, se dire musulman et ne pas, être dans ce devoir d'exemplarité de la religion, vis-à-vis de nos enfants. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas dire à ton enfant: «On est musulman, tu pries et moi-même je prie pas». Tu peux pas dire, dans les valeurs, il y a, le respect, on ne boit pas, d'alcool ou enfin plein d'exemples et que toi-même en tant que parent, tu le fais. Et Mmh. ça c'est vraiment des, conséquences, sur, aujourd'hui la parentalité et sur ces enfants qui sont placés. Parce que quand tu regardes dans les enfants musulmans placés,
il y a beaucoup de violences intrafamiliales, énormément de violences intrafamiliales. Mmh. Donc, soit la maman qui se fait violenter par son conjoint, des parents qui sont incarcérés, et tu te dis en fait, il n'y a pas de religiosité en fait dans ces foyers. Parce que, à mon sens, quand dans un foyer il y a de la religiosité et de surcroît notre religion, tu peux pas me dire que ces enfants finissent placés. C'est pas possible. Mmh. C'est impossible. Quand tu ancres ta religion dans ton foyer, ton enfant il peut pas être placé parce que dans ta religion, il y a ce devoir-là d'exemplarité de famille Mmh. qui est hyper importante, et c'est pour ça que j'attire l'attention en disant en fait à un moment donné, oui, on a reçu une certaine éducation qu'il va pas forcément falloir reproduire parce que dans cette éducation-là, il y a eu beaucoup de réprimandes, que ce soit verbale, de la violence verbale, des humiliations, heu, de la violence physique, et pour autant, il y en a qui se sont sortis, mais il y en a d'autres qui s'en sortent pas parce que ça ne va pas avec toutes les personnalités, et puis de toute façon, c'est des choses à proscrire, c'est pas des choses, qui doivent être, encouragées, de se dire: «Ah oui, mais avec un tel ça a fonctionné donc faut le faire». Mmh. Et c'est là où je te parlais tout à l'heure de on minimise un peu, ces méthodes-là en se disant: «Oh ben c'est rien». Mais non, on peut pas dire que c'est rien, et on peut pas non plus les banaliser en disant, «Ouais, mais ça a fonctionné en fait». Mmh. Parce que finalement, c'est pas des choses qu'on nous apprend dans notre religion. Moi, je sais pas où est-ce qu'il y a marqué que, pour se faire respecter, faut taper. Je pense qu'on a d'autres méthodes à mettre en avant, et tu vois, quand on parle de, parentalité positive, mais en fait, on n'a rien inventé, tout est dans notre religion, Madina. Absolument, absolument. Enfin, Voilà. la bonne parentalité La positive, je bonne suis d'accord. parentalité, Mmh. que ce soit dans dans la vie du prophète ou même dans notre Coran, tout est noté dedans. Ouais, Donc bien sûr. on va pas me dire que pour moi, c'est plus culturel, finalement. Mmh. Ça a fonctionné pour certains, c'est très bien, mais ça veut pas pour autant dire que c'est bien et que ça n'a pas eu quand même des conséquences dans notre développement et dans notre manière de voir les choses, hein. Parce que Absolument. parfois très arrêté sur certaines idéologies et cetera aussi, et parce qu'on nous a transmis ça. Oui, bien sûr, ou parfois, il y a ce truc de, en fait, tu reproduis pas forcément ce qu'ont fait tes parents, mais la barre est tellement basse qu'en fait, tu fais mieux, mais le mieux, c'est toujours pas assez. Je donne Ah. juste un exemple, c'est que j'ai une amie qui travaille aussi, enfin, qui travaille à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'elle est éducatrice spécialisée. Et en fait, on leur a demandé d'intervenir dans une famille parce que le petit, à chaque fois, il venait à l'école avec, des vêtements qui n'étaient pas propres, il sentait de moins en moins bon, enfin, on sentait le danger au sein de la famille. Et donc, on a fait un signalement. Et quand ils sont arrivés dans la maison, ah bah c'était la cata dans le sens où la maman avait abandonné. La maman avait comme c'est une maison, je sais pas si on dit une maison de ferme, mais enfin à la campagne. Et en fait, elle avait des animaux qu'elle élevait. Mais en fait, elle était tellement dépassée que les animaux vivaient dans la maison. C'est-à-dire que littéralement, tu ouvres une porte, tu vois une vache. Enfin, un des trucs, mais qui n'ont pas de sens. Et le petit, quand elle lui donnait à manger, elle lui donnait à manger à même la table. Parce qu'en fait, elle lui donnait comme elle donnait aux animaux. En fait, elle était Ah complètement non. dépassée. Et en fait, quand les services sociaux sont venus pour placer son enfant, elle arrêtait pas de dire, mais je l'ai pas maltraité, je l'ai pas tapé. Mais je l'ai pas Mmh. maltraité, je l'ai pas tapé. Et c'est là que tu te rends compte que, ouais, pour elle, elle a fait tout ce qu'elle a pu parce que elle, probablement qu'elle avait été violentée durement quand elle était jeune, elle s'est dit, bah, je frapperai jamais mon enfant. Mais toujours est-il que, comme elle a pas beaucoup de codes, ok, Dieu merci pour elle comme pour son enfant, elle l'a pas violenté, mais le reste, ça va pas non plus, en fait. Exactement ça. C'est exactement ça, et c'est pour ça que moi je viens aujourd'hui, je me dis, c'est important en fait, c'est important de venir juste qu'on s'arrête un peu et qu'on fasse un tour dans nos foyers et de se dire: «OK, nos enfants ils sont pas placés, alhamdoulilah, et qu'Allah nous en préserve Amin. vraiment, de ça». Mais, à un moment donné, arrêtons-nous et faisons le point en fait sur ce qu'on fait et de se dire: «OK, est-ce que ce qu'on fait, c'est en adéquation avec le respect, la bienveillance, même si on pense que c'est bien parce que justement, on a tellement envie, que nos enfants soient bien, soient polis, soient respectueux, réussissent, et après, la réussite, elle est tellement subjective, donc ça, c'est encore un autre sujet, mais on a tellement envie de ça qu'on vient mettre la barre aussi très haute, et on a des exigences, pardon, très hautes vis-à-vis de nos enfants.
Mmh. Et en fait, à un moment donné, il faut aussi laisser les choses. C'est Allah qui fait. Nous, on apporte notre pierre à l'édifice, mais notre enfant, c'est pas, enfin, on a beau faire tout ce qu'on veut, si on n'a pas derrière Allah qui va venir aussi éduquer notre enfant, parce que c'est lui qui va venir apporter la base solide à nos enfants. Tu peux faire tout ce que tu veux, Madina, tu peux le taper tous les jours, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Ça ne fonctionnera pas. Tu peux crier tous les jours, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, encore une fois, là, tu cites une situation qui est tellement fréquente à l'ASE que moi, je dis, on ne blâme pas les parents. Les parents font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, Mmh. avec le bagage qu'ils ont, avec ce qu'ils ont appris. Et c'est là où moi, j'alerte juste en disant, bah voilà, il y a des choses qu'on peut faire autrement et il faut venir juste conscientiser que oui, c'est pas forcément normal et que c'est pas forcément sain le bagage qu'on a reçu et la culture qu'on met en avant. C'est Ouais, tout. bien sûr. Oui, oui, c'est juste de se dire en fait, sortir de cette image d'Épinal de quelle enfance merveilleuse avons-nous eue. Vraiment, nous sommes des personnes parfaites, alors qu'en fait, bah non. Et d'ailleurs, c'est aussi une manière aussi peut-être de se remettre nous en question, aussi de se dire, mais en fait, toi, quel trauma t'as? Parce que c'est pas parce qu'effectivement t'es pas chez le psy toutes les semaines, ou c'est pas parce que t'as pas le sentiment d'avoir des gros traumas que t'en as pas eu, puisque de toute façon, t'éduques tes enfants avec aussi tes manquements, en fait, quelque part. Et donc, tes Mmh. manquements, ils viennent bien de quelque part, même si, encore une fois, je pense que c'est extrêmement important ce que tu dis. On blâme pas les parents parce que chacun fait du mieux qu'il peut. Et franchement, alors, je voudrais pas heurter, même un parent qui est violent, très souvent, il a lui-même été battu. Un parent qui se comporte pas bien, très souvent, hein, on lui a pas expliqué comment bien se comporter. Donc, en fait, on a de la peine pour lui quand c'est un enfant, mais quand c'est un adulte, on oublie qu'il a été cet enfant battu, cet enfant qui a été maltraité, peut-être cet enfant qui a été agressé sexuellement, et on ne voit que l'adulte horrible qui commet des choses horribles. Alors, je suis pas là pour dédouaner qui que ce soit, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un regard un peu plus large, de dire, mais en fait, cette personne-là que l'on voit, dont on exècre le comportement, la vie a été rude aussi pour lui. C'est souvent tu reproduis ce qu'on t'a fait, en fait. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est quand même très La souvent le plupart cas. du temps. La Oui. plupart du temps. Et c'est là où je dis, il faut casser ce schéma intergénérationnel. Hmm. Il faut qu'à un moment donné, un adulte se dise, bah oui, mais moi, j'ai pas envie de reproduire ça pour que mes enfants eux-mêmes ne reproduisent pas ça. Et Hmm. qu'il faut le casser parce que la violence, ça va te paraître complètement normal. Tu vois, de se dire, ah oui, mais il se prend une bonne tarte, c'est pas grave, ça, il va pas en mourir. Il va juste se forger. Mais je suis pas sûre que la tarte, c'est elle qui permet de forger en fait la personne. Elle va venir mettre plus de crainte, elle va venir peut-être même mettre plus de rancœur parce que tu vois, toi ou moi, on va parler, on va se dire bah ouais, mais ça nous a forgé un peu d'avoir une éducation hyper stricte. Ah, c'est ce qu'on dit Mais souvent on entre les nous, hein, faut le dire. voilà. Mais il y en a qui vont pas parler parce que ces personnes-là, on les entend pas, Madina, tu vois, et elles existent. Il y a des personnes qui ont reçu la même éducation que nous, mais qui, elles vont venir développer quelque chose d'hyper, beaucoup de rancœur, beaucoup d'a priori, beaucoup de colère, et qui vont venir, et tout ça, là, tout ce que je suis en train de te citer, ça va venir avoir des conséquences dans le développement et dans les interactions sociales que cette personne-là, elle a, et J'ai où j'ai- elle va avoir. j'ai même envie de te dire, ouais, enfin, parce que tu as parlé d'interaction, pardon, sociale, ça me fait penser que ça peut même te faire ça peut même avoir un impact sur ton choix de conjoint ou de conjointe. Et là, j'avoue, je pense à mes frères noirs. Je ne les dédouane pas, hein, mais il est vrai que beaucoup d'hommes noirs nés en France ont une tendance à aller vers des femmes qui ne sont pas noires. Et en fait, très peu prennent la parole là-dessus. Mais quand tu leur dis, non, mais dis-moi, en fait, dis-moi pourquoi pourquoi tu rejettes à ce point la femme noire. Alors, je pense qu'il n'y a pas de justificatif pour casser autant de sucre sur le dos des femmes noires. C'est-à-dire que t'as tes préférences. Mais viens pas dire, oui, mais ouais, mais les femmes noires, vous êtes comme ci, les femmes noires, vous êtes comme ça. Que chacun prenne ses responsabilités. Si t'as des préférences, t'as des préférences. Mais certaines personnes viennent dire, oui, mais en fait, la femme noire, c'est quelqu'un qui est dur. La femme noire, c'est quelqu'un qui va pas forcément te laisser le choix. La femme noire, c'est quelqu'un qui impose. Et en fait, très souvent, c'est pas toi, la femme noire de 20 ans. C'est leur mère, en fait.
Alors, Mmh. eux, ils vont te l'imputer sur toi. Mais la réalité, c'est que la première femme noire que tu as vue comme ça et que tu trouves peut-être un peu tough, un peu, comme on appelle the Black Angry Woman, bah, en fait, c'est ta mère, c'est pas moi. La réalité, c'est que c'est un petit peu ça. Donc, je pense que c'est plus finalement des conséquences de ton éducation que, une Madina ou une Aïssata que tu croises en 2010, en 2020, qui te donnent pas envie d'aller vers les femmes noires. Peut-être, hein, je suis pas dans leur esprit. Mais dans certains, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, ce truc de, je vais chercher, c'est une femme, caucasienne, maghrébine, que sais-je, une douceur que peut-être je n'ai pas reçu dans mon éducation. Mais encore une fois, souvenons-nous que chacun fait comme il le peut et que franchement, à mon avis, quand tu as 6, 8, 10 enfants et bien plus, ne pas crier, ne pas être débordé, franchement, ça relève du miracle. Encore plus quand tu as dû élever ces enfants-là dans un pays qui n'est pas le tien, loin de ta mère, loin de tes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, tout le monde découvre que it takes a village to raise a child. Il faut un village pour élever un enfant, sans blague. Sans blague, sans blague. Ça fait des années-lumière que, en tant que musulman, en tant que personne d'origine africaine, on élève les enfants avec le village. Aujourd'hui, on vit dans un pays qui nous a coupé du village. Et aujourd'hui, on se dit, quand même, je me sens seule, hein. Quand même, comment je peux faire pour éduquer mon enfant? Donc, c'est sûr que c'est pas facile. C'est une problématique. Mais de ce que tu dis, en tout cas, c'est pas facile. Mais là où je te rejoins, c'est que on a le devoir de se poser la question de quelle éducation je peux, j'aimerais donner Je à dois. mes enfants. Tu vois, je voulais pas dire je dois parce que je voulais pas donner d'injonction. Mais Mmh. moi, je peux me dire je dois pour moi en fait. Mais en tous Mmh. les cas, qui serait bon clairement de donner à chacun de nos enfants. J'aimerais qu'on conclue un peu sur la question du choix de conjoint parce qu'encore une fois, quand tu m'as contacté, t'en as pas mal parlé. J'aimerais que tu m'expliques et que tu nous expliques. J'aimerais que tu nous expliques en quoi le choix de conjoint c'est si important que cela. Je sais qu'en islam, l'enfant a des droits sur toi là-dessus. Donc, Yom al-Qiyamah, le jour du jugement, il peut tout à fait dire, excuse-moi, le papa que tu m'as choisi là, c'est quoi? Pourquoi faire? La mère que tu m'as choisie, est-ce que tu étais bien réveillée le jour où tu as dit oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que toi, tu peux nous dire à travers ton expérience, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, même si tu as un peu parlé du pro, euh, comment toi, tu vois cet impact-là et pourquoi tu as jugé si bon de m'alerter là-dessus? Parce que déjà, alors la première chose, c'est, je me dis que ça a complètement un lien avec le sujet, de la création de ton podcast, hein. C'est, comment on choisit à un moment donné, on sort du célibat, l'amour et cetera. Et moi, le constat que j'ai fait et autour de moi, c'est pareil, c'est de se dire qu'à un moment donné, avant de se marier, on va discuter avec notre futur, partenaire de plein de sujets, dont, les enfants et de se dire: «OK, bah, t'aimerais avoir combien d'enfants? Comment tu les imagines?» et cetera. Et finalement, on se pose pas la question de, quelle éducation. Tout à l'heure, je te disais, l'éducation que tu as reçue, elle a forcément un impact sur l'éducation que tu vas donner à tes enfants. Et je me dis que si cette question, elle est posée en amont, en se demandant: «Quelle éducation j'ai reçue?» Tu vois? Et de faire vraiment une introspection sur quelle éducation j'ai reçue, les conséquences de cette éducation sur moi aujourd'hui, sur ce que je suis devenue. Je trouve que c'est hyper important parce que cette éducation, tu sais, tu vas savoir d'emblée, toi en tant que femme par exemple, te dire: «Bah, ah OK, bah, mon futur mari, il a reçu telle ou telle, éducation. Il faut que je garde en tête que il peut aussi la reproduire et que ça il va y avoir des conséquences et moi pareil». Tu vois? Moi pareil, mon éducation, OK, j'ai reçu telle et telle éducation. Il va falloir que je fasse un travail et que, et aussi essayer de voir est-ce que ton futur, mari est prêt à faire ce travail-là? Tu vois? Conscientiser qu'il va falloir faire un travail à un moment donné parce que je te dis, c'est inévitable. Parce que chasser le naturel, il revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. Ça veut dire que t'as beau te dire: «Ah oui, mais moi, je ferais pas pareil, moi, je ferais les gros yeux», tu vois? Le truc des «je fais les gros yeux à mon fils», il va vite s'arrêter. Donc tu vas te rendre compte que, ah ben non, c'est pas chez tout le monde que ça marche. Complètement. Donc c'est vrai que c'est hyper important d'avoir ces sujets de discussion parce que, je sais pas toi Madina, mais je suis pas sûre que, on rentre en profondeur. Bon déjà que c'est tellement compliqué, de trouver, d'être en accord avec tout quand on cherche, Absolument. son futur conjoint. Donc on va Mhm. pas non plus, s'arrêter et faire, une thérapie avant même d'être marié, mais juste avoir, conscience que, ah bah oui,
attention, il faut que ça reste là-dedans parce que si Allah un jour nous permet d'avoir des enfants, il faut juste que je le garde en tête. Il Et en faut fait, juste que je m'en rappelle. exactement. En fait, tu me posais la question de est-ce que moi j'ai fait une thérapie ou est-ce que nous on est rentré en profondeur dans le sujet? Comme beaucoup de personnes, tu te poses la question de l'éducation que tu veux donner à tes enfants. Sauf que on a introduit ce principe de avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Et donc quelque part, se projeter dans l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, c'est bien, mais ce que tu dis en fait, c'est que c'est pas suffisant dans le sens où il y aura toujours un delta entre la théorie et la pratique. Et tu vois, l'une de mes questions, c'était quelles questions les célibataires qui nous écoutent peuvent poser durant les rencontres à leurs prétendants. Et effectivement, en fait, la question de quelle éducation tu as reçue, ça c'est factuel. Ça c'est factuel. Il n'y a pas besoin de se projeter. Et puis par ailleurs, il y aura ce truc de je sais les écueils dans lesquels lui comme moi on risque de tomber. Donc c'est interroger soi sur l'éducation qu'on a reçue, interroger l'autre sur l'éducation qu'on a reçue. Et tu l'as très bien dit, il y a déjà beaucoup de points à checker, il y a beaucoup de facteurs clés à considérer. C'est comme ça qu'on les appelle des facteurs clés à considérer avant de se marier. L'éducation des enfants en études, mais en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, parce qu'en fait, quand t'es célibataire et que t'entends tout ça, tu dis, waouh, ça veut dire que si tout ça c'est pas nickel, je dois pas me marier, c'est-à-dire que sinon je vais pas faire un bon choix. Mon expérience et de ce que je vois autour de moi, c'est pas tant faut que ce soit nickel avant, c'est surtout est-ce que toi, comme la personne, vous avez envie de bosser. Est-ce que tu es prêt à changer? Tu peux avoir, Exactement. c'est ça le plus important en fait. Faut pas que les célibataires aient peur. On ait peur. Non mais la fille, elle comprend pas qu'elle est mariée. Célibataire ait peur, je suis insupportable. Mais il faut vraiment qu'ils se disent en fait, l'important c'est est-ce que la personne elle a envie. Mais c'est pareil pour tout en fait. Par exemple dans le critère de la religiosité. Honnêtement, entre une personne qui est Hafiz al-Qur'an, c'est-à-dire qui connaît son Qur'an par cœur, mais dès que tu le reprends sur quelque chose, il ou elle prend la mouche ou non mais moi j'ai déjà tout vu. Ah moi c'est bon, j'ai arrêté de prendre des cours parce que j'ai arrêté là-dessus, c'est bon, je sais, j'ai plus besoin. Entre ça et une personne qui vient de rentrer peut-être dans l'islam, qui est rentrée depuis pas très longtemps, on va plutôt le dire comme ça, mais qui prend ses cours, qui a envie de progresser, bah en fait, euh, probablement que le meilleur choix, il est dans la deuxième option, parce qu'on a une personne qui est prête à se remettre en question et qui est sur un chemin, qui est sur le travail, en fait. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis et c'est ça que je vois aussi autour de moi. J'ai une dernière question sur le choix du conjoint, mais je pense qu'on y a un peu répondu finalement. C'est que quand on est marié, on est déjà marié et on réalise, une fois qu'on a des enfants, que notre système, nos visions éducatives, elles sont parfaitement différentes du fait qu'on ait eu des éducations différentes. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça et cet ajustement? Est-ce que et que la personne par exemple elle a pas trop envie de changer parce que c'est pas dans sa culture, parce que est-ce que tu peux donner des conseils là-dessus pour nos frères et sœurs qui sont mariés, qui disent mais moi je veux bien changer mais j'ai l'impression que mon mari arrive pas à changer ou ma femme elle arrive pas à changer. Est-ce que c'est fichu? Est-ce qu'il faut changer de conjoint ou est-ce qu'il y a d'autres options? Alors, je pense que on n'est pas, on faut pas arriver à l'extrême de se dire bon bah je change de conjoint parce que tu sais pas ce sur quoi tu vas tomber. Absolument. Mais je pars du principe que à deux c'est plus facile de toute manière d'être en accord. Mais c'est ce que je disais au tout début, c'est que si toi-même tu adoptes des changements, la personne si elle voit en face ah bah oui en fait elle galère moins que moi avec que avec, je vais donner l'exemple de mon fils, elle galère moins que moi avec le petit, d'accord? Bah, forcément, à un moment donné, à force, tu vas voir que la personne, elle va aussi venir s'aligner de fait. Elle aura pas le choix. Elle aura pas le choix parce que elle va le regarder comme ça et se dire: «Ah bah, moi, je galère pour me» ou alors ça sera une question d'ego et là, par contre, oui, effectivement, c'est une remise en question. Il faut aussi, à un moment donné, quand on rentre quand on se marie, c'est, aussi voir, la capacité de remise en question de la personne avec qui on sera. Parce que, Ah bah c'est pour si, polir son tu ego, hein. avec quelqu'un voilà, si tu es avec quelqu'un d'hyper buté, et plein d'ego, bien entendu que ça va être compliqué. Mais je peux t'assurer que si toi, je parle des auditeurs, hein, si en tant que personne, toi tu viens et tu te dis: «Bah, c'est pas grave, il veut pas me suivre, bah, moi je vais quand même faire» et ben tu peux être sûr que ça fonctionnera. Tu peux être sûr que ça fonctionnera parce que, la personne à côté, elle va voir qu'il y a des changements, même vis-à-vis de l'enfant et elle va essayer de faire, la même chose. Et je Mhm. te le dis en connaissance de cause parce qu'au départ, avec mon mari, c'était aussi ça. Donc, oui, oui et puis finalement, bah, tu vas voir qu'avec moi, c'est beaucoup plus simple dans la relation ou dans les injonctions
vu comme ça, c'est des injonctions que tu demandes à ton enfant, mais déguisé. Tu vas venir un peu jouer avec et tu vas voir que la personne, elle va venir et elle va essayer. Moi, j'ai j'ai quand même surpris mon mari parfois à faire les mêmes choses que moi, tu vois? Au tout départ et à reprendre les mêmes manières de parler, de voir les choses, à mon enfant et tu vois bien que ça va finir par fonctionner donc oui, c'est pas fichu, tu peux avoir, je sais pas combien d'années de mariage et ben, ça fonctionnera quand même. Hmm. C'est ce que dit souvent Anouk de Anouchka Amour, c'est que le un change le 2. En fait, Anouchka, elle dit souvent ça et c'est vrai. Et il y a beaucoup de thérapeutes de couple qui disent ça. C'est que parfois tu dis, mais moi, je veux bien changer, je veux sauver mon couple, mais mon mari, soit, je sais pas, il veut pas aller en thérapie ou il estime qu'il y a pas de problème, alors que franchement, il y a un énorme problème. Bah, quand c'est comme ça, on invite toujours la personne qui est prête au changement à amorcer le changement, en fait. À se dire, bah, en fait, change. Et normalement, en tout cas 9 fois sur 10, le un change le 2. Parce que souvent, moi, je le vois beaucoup dans des, euh, dans des vidéos. YouTube, t'as toujours quelqu'un, franchement, qui vient plomber l'ambiance, où t'as des super conférences, gens donnent des super conseils. T'as toujours quelqu'un qui dit, oui, mais quand l'autre, il veut pas changer. Oui, mais Mmh, moi, t'allais dire, franchement, les gars, on est dans une bonne dynamique, on était bien. mmh, Et il y a toujours quelqu'un qui, probablement souffre beaucoup, hein, va venir imposer sa souffrance à ceux qui étaient dans une volonté de changer. Mais en fait, mmh. déjà, on connaît pas la vie des gens. Donc, peut-être que, il y a pas eu ce un qui change le 2. Et en tout cas, je te remercie, toi, de réinsister sur le fait que le un change le 2. Alors, effectivement, parfois dans des cas dramatiques, t'as beau vouloir changer, l'autre, elle reste complètement butée. Le 9, c'est trop gros, on peut pas avancer. Et là, bon, bah, que chacun prenne ses dispositions. Moi, je prendrai pas disposition pour qui que ce soit. Mais toi, ce que Mmh. tu dis, c'est que d'une manière générale, dans la très grande majorité des cas, il y a du résultat chez l'autre, même si l'autre, initialement, ne souhaitait pas changer. C'est ça? Exactement, quand tu es avec une personne qui est saine et équilibrée. Parce que Hmm. tu fais bien de dire, hein, que, dans certains foyers, c'est impossible. C'est impossible parce que tu es avec des personnes qui ont un ego, surdimensionné ou même, heu, narcissique et manipulateur et là, à ce moment-là, de toute façon, tu peux rien faire, hein. Hmm. Tu peux Oui, rien oui. faire. Oui, parce qu'en Donc plus, je pense que c'est des personnes qui en font une affaire personnelle de ne pas changer. En mode mmh, là, elle essaie de m'imposer quelque chose et donc là, c'est complètement contre-productif. mmh, Ma case frontale facilite les personnes qui sont dans ce cas-là. mmh. Aïssata, est-ce que tu souhaiterais rajouter un dernier mot, un dernier propos à l'attention de nos auditeurs sur le sujet de l'éducation? Avant que tu prennes la parole, j'aimerais vraiment te remercier parce que on est sur un format, je trouve, de conversation qui est un peu différent. Moi, j'ai eu l'habitude, jusqu'à présent, d'interroger beaucoup d'experts sur le sujet. D'ailleurs, on espère qu'un jour, Daïla Laswawi répondra à mon invitation et qu'elle sera avec nous. Inch'Allah, je suis sûre qu'elle a beaucoup de choses à nous partager. Mais je te remercie d'avoir accepté, d'avoir pris part à cette conversation parce que là, je pense que tu es dans une conversation qui était un peu plus ouverte avec une maman qui a appris, qui continue d'apprendre, une non-maman, mais qui a aussi envie d'apprendre. Donc, on était moins dans un savoir, plus dans du partage d'expérience et plus dans on essaye de réfléchir ensemble à de nouvelles solutions. Et je te remercie d'avoir participé avec moi sur ce format-là. Bah, je te remercie Madina en tout cas de m'avoir donné, cette parole-là, qui était importante pour moi parce que vraiment, je tiens à dire que, la communauté, elle a tout son intérêt à un moment donné à remettre en question, le côté très culturel, qui est, voilà, qui est répandu dans l'éducation et ça, je me dis en fait à un moment donné, il va falloir, je te dis, un à une personne dans tous ces schémas-là qui se dit: «OK, bah, on cesse, cet héritage perpétuel» et là, j'aimerais que, bah, moi, j'ai été, en tout cas pour mon foyer, cette personne-là et que dans d'autres foyers, que chacun, prenne ses responsabilités de se dire: «OK, bah, à un moment donné, j'ai pas envie, que ce soit un schéma intergénérationnel. On prend le bon et puis on délaisse le reste». Hmm. Ah, mais c'est une Voilà. très bonne manière de finir, de prendre le bon et de laisser le reste et de pas, encore une fois, de pas jeter le bébé avec l'eau du bain et d'avoir un peu de discernement aussi, je pense, sur les méthodes qui nous sont proposées, de se dire que gardons du bon sens. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de bon sens à chacun d'entre nous. Mmh. Utilisons-le et de respect, et pour nos enfants et pour nous-mêmes. C'est-à-dire le respect pour nos enfants, de se dire, OK, il y a des super méthodes, mais faut toujours se dire que à la base, je fais ça pour mes enfants. Et Mmh. dire aussi, ben, le respect, c'est important. On est là pour se respecter tous ensemble et avoir un foyer respectueux dans le meilleur des sens du terme. Je te remercie vraiment beaucoup, Aïssata, pour ton temps, pour tes conseils, pour ta présence. Kasfata te récompense grandement pour tout cela. Amin. Amin. Merci Madina.
Avec grand plaisir. À Salam bientôt. alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bye bye Aïssata. Ciao. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance, et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi, et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, et peace and halal love sur vous.